Dans la lumière douce et tamisée de la cabine de première classe du vol Étoile Céleste, reliant Paris à Marseille, une petite fille noire de 8 ans, Amélie Dubois, sentit ses yeux s'embuer de larmes, son cœur battant sous le poids d'une injustice qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Une hôtesse de l'air, Sophie, se tenait devant elle, droite comme une statue, son uniforme impeccable contrastant avec la froideur de son ton. « Cette place n'est pas pour vous, mademoiselle, » dit-elle, ses mots tranchants comme une lame invisible. « Levez-vous, s'il vous plaît. Madame Beaumont a besoin de ce siège maintenant. » Amélie, ses petites mains tremblantes, serra son billet d'embarquement contre sa poitrine, le papier froissé par la répétition des inspections qu'elle avait subies depuis son arrivée à l'aéroport. Elle tenta d'expliquer, sa voix douce mais ferme, que ce siège, le 2A, lui appartenait, que son billet était valide, que son père l'avait acheté pour elle. Mais personne ne l'écoutait. Dans l'allée, une femme élégante, Claire Beaumont, se tenait debout, ses lèvres peintes d'un rouge éclatant esquissant un sourire triomphant, comme si elle venait de remporter une victoire dans un jeu dont Amélie ignorait les règles. Autour d'eux, les autres passagers de la première classe, installés dans leurs sièges en cuir moelleux, observaient la scène. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, tandis qu'un homme, un cadre en costume gris, murmura d'un ton dédaigneux. « Les enfants n'ont rien à faire en première classe de toute façon. » Une autre passagère, une femme en tailleur chic, acquiesça en silence, son regard évitant celui d'Amélie. Ce n'était pas seulement une question de siège, c'était une affaire de pouvoir, d'argent et de préjugés. Une réalité qu'Amélie, à seulement 8 ans, commençait à peine à entrevoir. Pourtant, cette petite fille n'était pas n'importe qui. Amélie Dubois portait en elle une assurance discrète, un mélange de curiosité insatiable et de dignité héritée de son père, André Dubois, un homme qui n'était autre que le PDG de la compagnie aérienne Étoile Céleste. Mais ce jour-là, dans cette cabine où les regards pesaient lourd, elle n'était qu'une enfant noire, une présence qui semblait déranger l'ordre établi d'un monde où certains estimaient qu'elle n'avait pas sa place. Amélie était une enfant exceptionnelle. Ses nattes soigneusement tressées, ornées de rubans violets, sa couleur préférée, encadraient un visage sérieux, illuminé par des yeux vifs qui semblaient voir le monde avec une clarté rare pour une enfant de son âge. Dans son petit sac à dos violet, elle transportait un exemplaire usé de Figures de l'ombre, un livre qu'elle avait lu 3 fois et qui racontait l'histoire de femmes noires ayant révolutionné la science. Ce livre était son trésor, une source d'inspiration qui lui rappelait que les rêves, même les plus grands, étaient à portée de main. Amélie n'était pas seulement intelligente, elle était brillante. À l'école, elle collectionnait les médailles aux compétitions de mathématiques, résolvait des équations complexes avec une aisance qui laissait ses professeurs bouche bée et participait aux olympiades scientifiques avec une passion qui éclipsait son jeune âge. Son QI, bien au-dessus de la moyenne, aurait impressionné n'importe quel adulte, mais ce jour-là, dans l'aéroport Charles de Gaulle, rien de tout cela ne semblait compter. Ce jour-là, elle n'était qu'une petite fille noire, voyageant seule, un statut qui semblait susciter méfiance et suspicion à chaque étape de son trajet. Amélie voyageait de Paris, où elle avait passé une semaine chez ses grands-parents dans leur petit appartement du quartier de Belleville, à Marseille, où son père, André, l'attendait. André Dubois était un homme d'exception, un autodidacte qui avait gravi les échelons de l'industrie aéronautique à force de travail et de détermination. D'un simple manutentionnaire de bagages à l'aéroport de Nice, il était devenu, en 20 ans, le PDG d'Étoile Céleste, une des compagnies aériennes les plus prestigieuses de France. Pourtant, André refusait de céder à l'arrogance du pouvoir. Il aurait pu organiser un jet privé pour sa fille, faire escorter Amélie par un cortège d'employés ou s'assurer que tout le monde sache qui elle était. Mais il croyait en une valeur essentielle, l'humilité. « Tu ne comprendras jamais la valeur de ce que tu as si tu ne vis pas comme tout le monde », répétait-il souvent à Amélie. Ainsi, ce jour-là, elle voyageait en tant que mineure non accompagnée, avec une assistance spéciale prévue par la compagnie, mais sans aucun traitement de faveur. Son billet pour le siège 2A en première classe était un cadeau, une récompense pour sa récente victoire dans une compétition nationale de mathématiques, où elle avait résolu un problème que même des lycéens avaient trouvé ardu.
André avait voulu lui offrir une expérience spéciale, un moment de fierté, mais il ne lui avait jamais dit de révéler son identité ou celle de son père. « Ne te sers jamais de mon nom pour obtenir quoi que ce soit », lui avait-il appris. « Ta dignité, c'est toi qui la portes. » À l'aéroport, Amélie suivit les panneaux indiquant le salon VIP d'Étoile Céleste, un privilège inclus dans son statut de mineur non accompagné, clairement indiqué sur ses documents. Lorsqu'elle poussa les lourdes portes vitrées, elle entra dans un monde de luxe discret, un univers de fauteuils en cuir souple, de plateaux de macarons et de champagne, et de conversations murmurées par des voyageurs d'affaires en costumes impeccables. L'odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée au parfum subtil des fleurs fraîches disposées sur les tables. Amélie, son sac à dos violet sur les épaules, s'approcha de la réception, se hissant sur la pointe des pieds pour croiser le regard de Sophie, l'hôtesse du salon. « Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois », dit-elle poliment, sa voix claire malgré sa timidité. « Je voyage seule à Marseille, et j'ai accès au salon. » Elle tendit ses papiers, soigneusement rangés dans une pochette transparente, comme son père le lui avait appris. Sophie, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux blonds impeccablement coiffés, haussa un sourcil, son sourire professionnel vacillant légèrement. Elle examina les documents, puis Amélie, puis les papiers, à nouveau, comme si elle cherchait une erreur. « Vous êtes sûre d'être au bon endroit, ma petite ?» demanda-t-elle, son ton mielleux teinté d'une condescendance qui fit tressaillir Amélie. « Le hall d'attente générale est juste là-bas, au bout du couloir. » Amélie, habituée à devoir prouver sa légitimité, pointa calmement la ligne sur ses documents qui mentionnaient l'accès au salon. « C'est inclus avec mon billet, mon père me l'a dit. » Sophie tapota le comptoir de ses ongles manucurés, son regard scrutant Amélie comme si elle cherchait à déceler une imposture. « Un instant, je vous prie, » répondit-elle, décrochant le téléphone et tournant légèrement le dos, comme si Amélie ne devait pas entendre la conversation. « Oui, j'ai une situation à la réception, » murmura-t-elle. « Une fillette prétend avoir accès au salon. Oui, mineure non accompagnée. En première classe, vraiment? Je ne comprends pas, c'est inhabituel. »« Oh, merci. » Les têtes se tournèrent dans le salon. Monsieur Laurent, un homme d'affaires en costume gris anthracite, leva les yeux de son journal Le Figaro et lança un regard agacé, comme si la présence d'Amélie perturbait l'ordre naturel des choses. Un couple, assis près d'une fenêtre donnant sur les pistes, chuchota derrière leurs mains, leurs regards oscillant entre curiosité et désapprobation. Une femme plus âgée, Madame Élise, une enseignante retraitée aux cheveux gris tressés en un chignon élégant, observait la scène en silence, ses yeux perçants notant chaque détail. Elle tenait un livre, Les Misérables, mais ne lisait pas, absorbée par l'échange à la réception. Sophie raccrocha après 3 appels et 15 minutes d'attente, son visage trahissant une frustration contenue. « Très bien, vous pouvez rester, » dit-elle enfin d'un ton sec. Elle indiqua une petite table isolée dans un coin du salon, loin des fauteuils confortables réservés aux habitués. « Allez attendre là-bas jusqu'à l'embarquement. » Amélie ne laissa rien paraître. Elle marcha vers la table, son sac à dos rebondissant légèrement contre ses épaules, et s'assit avec une dignité qui contrastait avec son jeune âge. À l'intérieur, son cœur battait fort, une douleur familière d'exclusion lui serrant la poitrine. Mais les mots de son père résonnaient dans son esprit. « Ta dignité n'est pas négociable. » Elle ouvrit Figures de l'ombre et se plongea dans sa lecture, ignorant les regards curieux qui la suivaient comme des ombres. Elle tourna les pages avec soin, ses doigts effleurant les mots qui parlaient de femmes noires, ayant défié les préjugés pour changer le monde. Chaque mot était un refuge, un rappel qu'elle n'était pas seule, même dans ce salon où elle se sentait si petite. 2 heures plus tard, l'annonce d'embarquement pour le vol Étoile Céleste de 275 retentit dans le salon. Amélie rassembla ses affaires, son livre, son carnet de dessins, une bouteille d'eau, et se dirigea vers la porte, sentant le regard de Sophie peser sur elle. À la porte d'embarquement, l'histoire se répéta, comme un écho cruel. Jean, l'agent de porte, un homme mince au sourire crispé, fronça les sourcils en voyant son billet. « Vous êtes sûre que c'est votre vol, ma chère ?» demanda-t-il, son ton mielleux rappelant celui de Sophie. « Et en première classe ?»
Le doute dans sa voix était palpable, presque accusateur. Amélie, épuisée par les interrogations répétées, tendit son billet, désormais légèrement froissé. « Oui, je vais à Marseille. Siège 2A. » Jean examina le document comme s'il s'attendait à y trouver une erreur, puis passa un appel de vérification, murmurant dans son talkie-walkie. « Une mineure non accompagnée en première classe? Vérifiez ça. » Amélie attendit, debout sous les regards des autres passagers qui s'impatientaient dans la file. Monsieur Laurent, l'homme d'affaires, soupira bruyamment. « On pourrait accélérer, non? » Enfin, après un échange qui sembla interminable, Jean lui rendit son billet. « C'est bon, vous pouvez embarquer. » Amélie marcha dans le jet bridge, ses petites baskets résonnant doucement sur le sol métallique. Elle était épuisée, non pas par le voyage, mais par le poids constant de devoir justifier sa présence. À l'entrée de l'avion, Sophie, désormais en fonction à bord, l'accueillit avec un sourire qui s'effaça en la voyant. « Vous cherchez votre siège à l'arrière » demanda-t-elle, sans même vérifier son billet. Amélie, habituée à cette méfiance, tendit son billet une fois de plus. « Je suis en 2A » dit-elle, sa voix ferme malgré la fatigue. Sophie, surprise, examina le billet, son sourire vacillant. « Oh, d'accord, par ici » répondit-elle, la guidant à contre-cœur vers la cabine de première classe. La cabine de première classe était un havre de luxe, avec ses sièges en cuir spacieux, ses tablettes en bois poli et une lumière douce qui baignait l'espace d'une atmosphère apaisante. Amélie trouva facilement son siège, le 2A, près du hublot. Elle rangea son sac sous le siège devant elle, posa son livre et sa tablette sur la tablette latérale, et boucla sa ceinture, suivant à la lettre les consignes de son père. Suis toujours les règles, parce qu'ils chercheront n'importe quelle excuse pour dire que tu n'as pas ta place. Elle se sentait à la fois fière et nerveuse, consciente des regards qui la suivaient. Certains passagers, en s'installant, jetèrent des coups d'œil curieux, d'autres froncèrent les sourcils, comme si sa présence était une anomalie. Un garçon de son âge, Jules, assis en classe affaires avec sa mère, lui adressa un sourire amical à travers la cloison. « Salut, tu lis quoi ?» demanda-t-il, mais sa mère, une femme élégante en tailleur bleu, le rappela à l'ordre. « Jules, tais-toi et range tes affaires. » Le processus d'embarquement se déroulait sans encombre jusqu'à l'arrivée de Claire Beaumont. À 45 ans, Claire incarnait l'élégance parisienne dans sa forme la plus arrogante. Son tailleur Chanel crème, ses cheveux blonds coiffés en un carré parfait, et son sac Hermès coûteux criaient richesse et privilège. Elle était accompagnée de son mari, Charles Beaumont, un homme grand aux cheveux grisonnants, absorbé par son téléphone, tapant frénétiquement des emails. Claire s'arrêta à l'entrée de la première classe, ses yeux balayant la cabine comme une impératrice inspectant son domaine. Lorsqu'elle aperçut Amélie, assise calmement avec son livre, elle se figea. Ses lèvres parfaitement maquillées s'entr'ouvrirent légèrement, et elle murmura à son mari, assez fort pour que les passagers proches l'entendent. « Charles, regarde ça. Pourquoi une enfant comme elle est en première classe ?» Charles, à peine distrait de son écran, marmonna. « Je ne sais pas, ma chérie. » Claire ne bougea pas, bloquant l'allée et causant un léger embouteillage parmi les passagers qui tentaient d'embarquer. « C'est exactement pour ça qu'on devrait voyager en jet privé, » dit-elle, sa voix théâtrale. « Les standards ont complètement chuté, et j'avais spécifiquement demandé le siège 2A, celui avec la meilleure vue pour le décollage. » Charles, toujours sur son téléphone, répondit distraitement. « Ton billet est pour le 4C, Claire. Je l'ai vérifié moi-même. » Claire plissa les yeux, son visage prenant une expression de défi. « Ce n'est pas acceptable, pas après la semaine que j'ai eue. » Elle scruta la cabine à nouveau, son regard se durcissant lorsqu'il se posa sur Amélie. « Attends ici, » ordonna-t-elle à son mari, avant de se diriger d'un pas décidé vers Sophie, qui arrangeait des flûtes de champagne dans la galerie avant. Sophie, reconnaissant immédiatement le type de passagère qui attendait un traitement spécial, afficha un sourire éclatant. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» Claire baissa la voix, adoptant un ton conspirateur. « Il y a un problème avec l'attribution des sièges. Cette fillette là-bas est en 2A. Je suis certaine qu'elle n'a rien à faire là. Elle a dû se tromper et venir de l'économie. »
Sophie jeta un coup d'œil à Amélie, une hésitation traversant son visage. Elle savait qu'Amélie avait un billet valide pour la première classe, mais Claire glissa discrètement un billet de 100 € dans sa main, dissimulé dans une poignée de main anodine. « Mon voyage a été tellement stressant, » dit Claire, sa voix dégoulinant de fausse détresse. « Mon mari est un client corporate important pour votre compagnie. Il y a sûrement quelque chose que vous pouvez faire pour régler cette situation inhabituelle. » Le billet disparut dans la poche de Sophie plus vite que sa conscience professionnelle n'aurait dû le permettre. Son attitude changea immédiatement. « Je comprends parfaitement, Madame Beaumont, » répondit-elle, son ton désormais empreint d'une assurance complice. « Je vais m'en occuper tout de suite. Il doit y avoir une erreur avec le siège de cet enfant. » Claire retourna auprès de son mari, un sourire satisfait sur les lèvres. Elle ne se donna pas la peine de baisser la voix. « Cette fillette a évidemment erré depuis l'économie. L'hôtesse va régler ça. » Ces mots résonnèrent dans la cabine, attirant l'attention des autres passagers. Monsieur Laurent, le cadre en costume gris, fronça les sourcils. « Les enfants n'ont vraiment rien à faire en première classe. J'ai payé pour le calme. » Une femme de l'autre côté de l'allée, Madame Véronique, hocha la tête en signe d'accord. C'est de plus en plus difficile de profiter d'un voyage premium de nos jours. Claire saisit l'occasion, alimentant un consensus tacite. Exactement. Et comment une enfant de cet âge a-t-elle pu obtenir un billet de première classe sans adulte? Quelque chose ne va pas. Les murmures d'approbation se répandirent comme des vagues dans la cabine. Seule Madame Élise, l'enseignante retraitée, observait la scène avec une inquiétude croissante. Ses doigts glissèrent discrètement vers son téléphone, et elle commença à filmer, son instinct de justice aiguisé par des décennies d'enseignement et de lutte contre les préjugés. Amélie, qui avait entendu les chuchotements, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle tenta de se faire plus petite, ses épaules se voûtant légèrement, ses yeux fixés sur son livre. Les mots dansaient devant ses yeux, brouillés par l'anxiété qui montait en elle. Elle avait déjà vécu ce genre de situation, des adultes décidant qu'elle n'avait pas sa place sans même lui parler. Sophie s'approcha, accompagnée d'un autre steward, Jean, un jeune homme empressé de plaire à sa collègue. Leur expression était professionnelle, mais leurs intentions étaient claires. « Excusez-moi, ma petite, » commença Sophie, son ton mielleux masquant une fermeté implacable. « Il semble y avoir une confusion avec les sièges. Puis-je voir votre billet encore une fois? » Amélie, luttant pour garder son calme, fouilla dans son sac à dos et tendit son billet, désormais marqué par les plis de multiples inspections. « C'est le siège 2A, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai gagné un prix de mathématiques à l'école. C'est pour ça que mon père m'a offert ce billet. » Sophie examina le billet plus longtemps que nécessaire, comme si elle espérait que les mots changent sous ses yeux. Jean se pencha par-dessus son épaule, fronçant les sourcils de manière exagérée. « C'est étrange, » murmura-t-il, assez fort pour que les passagers proches l'entendent. « Comment une enfant aurait-elle un billet de première classe toute seule? » Amélie sentit son cœur s'accélérer, mais elle se força à répondre. « Je suis mineure non accompagnée. Mon père a acheté le billet. Tous mes documents sont en règle. » Claire, depuis l'allée, intervint sans cacher son mépris. Elle a dû trouver ce billet quelque part. Ou peut-être une erreur d'impression. De toute façon, elle n'a clairement pas sa place ici. Plusieurs passagers hochèrent la tête, le consensus se formant sans la moindre preuve. Jules, le garçon en classe affaires, se leva à moitié de son siège. « C'est pas juste! Elle leur a montré son billet! » cria-t-il, mais sa mère le tira en arrière. « Jules, assieds-toi chez toi! » Sophie posa une main sur le dossier du siège d'Amélie. « Écoutez, ma petite, pour le confort de tous les passagers, il serait préférable que vous preniez un autre siège. Il y a de très bonnes places à l'arrière. » Amélie sentit ses mains trembler, mais elle se redressa, les mots de son père résonnant comme un mantra. « Ne les laisse jamais voir qu'ils t'ont blessé. »« Mon billet est pour ce siège, » dit-elle, sa voix claire malgré la tempête intérieure. « J'ai été assignée au 2A. Je ne comprends pas le problème. » Claire soupira bruyamment,
sa voix théâtrale portant à travers la cabine. C'est ridicule. Le vol est déjà en retard, et maintenant cet enfant fait des histoires. Pouvez-vous simplement la déplacer? Monsieur Laurent renchérit. Certains parents n'ont aucun respect pour les autres voyageurs. Envoyer une enfant perturber la première classe, c'est inconsidéré. Les larmes qu'Amélie retenait menacèrent de déborder, mais elle refusa de pleurer. Elle prit une profonde inspiration, essayant une dernière fois. « Mon père a payé pour ce siège. J'ai les documents nécessaires. Je ne veux pas bouger. » Le sourire de Sophie s'effaça, son ton devenant plus dur. « Je crains que ce ne soit pas optionnel. Pour le confort de tous, nous devons trouver votre véritable place. » Jeanne tendit la main vers le sac d'Amélie. « Laissez-moi vous aider avec vos affaires. » Amélie chercha autour d'elle un allié, un visage amical, mais elle ne trouva que des regards détournés ou ouvertement hostiles. Même Madame Élise, qui continuait à filmer discrètement, resta silencieuse, ses yeux exprimant une excuse muette. « Ce n'est pas juste, » murmura Amélie, sa voix à peine audible dans le brouhaha de l'embarquement. Mais son objection se perdit. Sophie durcit le ton. « Nous devons finaliser l'embarquement. Venez avec nous maintenant. Nous allons trouver votre véritable siège. » Les larmes qu'Amélie combattait coulèrent un temps fin, des traces silencieuses glissant sur ses joues. Elle rassembla son livre et sa tablette, ses mouvements lents et délibérés, empreints d'une dignité qu'aucun adulte ne pouvait lui enlever. Elle refusa de se presser, malgré les gestes impatients de Jean. Dès qu'elle quitta le siège, Claire s'y installa avec un sourire satisfait. « Beaucoup mieux, » dit-elle, s'adossant confortablement. « C'est exactement ce dont j'avais besoin après une semaine aussi stressante. » Charles, son mari, leva enfin les yeux de son téléphone. « Claire, ton billet n'était pas pour le 4C ?» Elle balaya la question d'un revers de main. « C'est réglé, chérie. Le personnel a compris mes besoins. » Rotier. Jean guida Amélie à travers la cabine de classe affaires, où Jules la suivit des yeux, l'air indigné, puis jusqu'à la classe économique. Le contraste était saisissant. Des sièges spacieux en cuir, elle passa à des rangées étroites et bondées. Jean s'arrêta à la rangée 32, désignant un siège du milieu coincé entre un homme corpulent, déjà débordant sur l'espace voisin, et une femme absorbée par son ordinateur portable. « Voilà, un endroit parfait pour vous, » dit-il avec une gaieté forcée. Amélie ne répondit rien, tandis qu'il rangeait son sac dans le compartiment supérieur, hors de sa portée. Le message était clair. « Tu es petite, tu es insignifiante, tu ne comptes pas. » Elle s'assit, droite comme un piquet, les mains croisées sur ses genoux, ses larmes coulant librement mais en silence. L'homme à côté d'elle jeta un regard agacé avant de replonger dans son magazine de rugby. La femme de l'autre côté ne lui accorda pas un regard. En première classe, Sophie servit du champagne à Claire, qui s'était installée confortablement dans le siège d'Amélie. « Merci d'avoir compris ma situation, » dit Claire avec un clin d'œil, une reconnaissance implicite de leur transaction. « Bien sûr, Madame Beaumont, » répondit Sophie avec un sourire complice. « Nous faisons toujours de notre mieux pour nos passagers de valeur. » En classe économique, Amélie fixait droit devant elle, les mots de son père résonnant dans son esprit. « Ta dignité n'est pas négociable. » Elle avait peut-être perdu son siège, mais elle refusait de se perdre elle-même. Avec des mains tremblantes, elle sortit la carte de sécurité du dossier devant elle, feignant de la lire pendant qu'elle rassemblait son courage. Elle tapa un message à son père sur sa tablette. « Papa, on m'a pris mon siège en première classe et on l'a donné à une passagère blanche. » Ce que Sophie, Jean et Claire Beaumont ignoraient, c'était que parfois, la plus petite personne dans la pièce détenait le plus grand pouvoir. Amélie ferma les yeux, attendant, espérant que justice serait faite, tandis que l'avion restait immobile, les passagers s'agitant dans l'attente d'un décollage qui tardait à venir. L'avion étoile céleste de nœud 275 restait cloué au sol, les moteurs silencieux, tandis que les passagers, agités par l'attente, s'agitaient dans leurs sièges, consultant leurs montres ou échangeant des regards irrités. En classe économique, Amélie Dubois, reléguée à un siège étroit au milieu de la rangée 32, restait immobile, ses petites mains croisées sur ses genoux, ses yeux fixés sur le dossier devant elle.
Les larmes qu'elle avait versées s'étaient taries, mais son visage portait encore les traces d'une blessure silencieuse. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, montrer son billet, expliquer calmement sa situation, garder sa dignité malgré l'humiliation. Maintenant, elle attendait. Elle avait envoyé un message à son père, André Dubois, PDG d'Étoile Céleste. « Papa, on m'a pris mon siège en première classe et on l'a donné à une passagère blanche. » Les mots, tapés avec des doigts tremblants sur sa tablette, étaient un appel discret, un cri muet pour la justice. Amélie savait que son père ne tolérerait pas une telle injustice, mais elle ignorait encore comment cette journée, qui avait commencé par une simple excitation de voyager en première classe, allait bouleverser la cabine entière. En première classe, Claire Beaumont, confortablement installée dans le siège 2A volé à Amélie, sirotait son deuxième verre de champagne, ses lèvres peintes esquissant un sourire satisfait. Elle gesticulait avec impatience vers Sophie, l'hôtesse de l'air qui avait accepté son pot de vin. « Enfin, quand partons-nous » demanda-t-elle, pointant son verre vide. « Et je crois qu'il est temps de me resservir. » Sa voix, teintée d'un mélange d'arrogance et d'impatience, résonnait dans la cabine silencieuse, attirant l'attention des autres passagers. Sophie, affairée à maintenir son masque de professionnalisme, répondit avec un sourire crispé. « Je m'en occupe tout de suite, Madame Beaumont. » Mais son regard vacilla lorsqu'elle aperçut une silhouette à l'entrée de la cabine. Une femme en tailleur bleu marine, Madame Isabelle Dupont, vice-présidente de l'expérience client d'Étoile Céleste, venait de monter à bord, son pas assuré et son visage grave annonçant une autorité incontestable. À ses côtés se tenait Philippe, le chef de cabine, un homme d'une cinquantaine d'années, dont l'uniforme impeccable et l'expression sérieuse trahissaient une tension inhabituelle. Sophie, en voyant Isabelle, sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Ce n'était pas une procédure standard, ce n'était pas un simple retard. Isabelle Dupont s'avança dans la cabine, ignorant les murmures des passagers et les gestes impatients de Claire. Sa voix, claire et ferme, coupa le silence sans avoir besoin du système de haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, je suis Isabelle Dupont, vice-présidente de l'expérience client pour Étoile Céleste. Nous avons une situation qui nécessite une attention immédiate. » Claire, agacée par l'interruption, leva les yeux au ciel. « Enfin, quelqu'un avec de l'autorité !» s'exclama-t-elle, sa voix théâtrale portant à travers la cabine. « Pouvez-vous dire au commandant que nous devons partir? Certains d'entre nous ont des engagements importants à Marseille. » Isabelle ne daigna pas lui accorder un regard. Elle se tourna vers Philippe, son ton aussi tranchant qu'un ordre militaire. « Philippe, veuillez localiser mademoiselle Amélie Dubois et la ramener ici immédiatement. » Un murmure de surprise traversa la cabine. Les passagers, qui avaient assisté à l'éviction d'Amélie sans broncher, échangèrent des regards intrigués. Sophie, debout près de la galée, blêmit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ramassait le verre vide de Claire. John, le steward qui avait escorté Amélie en classe économique, disparut discrètement vers l'arrière de l'avion, comme s'il espérait échapper à l'orage qui s'annonçait. En classe économique, les têtes se tournèrent lorsque Philippe, le chef de cabine, s'avança dans l'allée étroite, son uniforme orné d'insignes dorés attirant l'attention. Il s'arrêta à la rangée 32, où Amélie était assise, toujours droite, son regard fixé sur le dossier devant elle, son petit corps encadré par un homme corpulent, absorbé par un magazine de rugby, et une femme tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. « Mademoiselle Dubois ?» demanda Philippe, sa voix douce mais empreinte d'une déférence inhabituelle. « Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il y a eu une erreur avec votre affectation de siège. Nous allons la corriger immédiatement. » Amélie leva les yeux, son expression méfiante. Après les humiliations répétées, au salon VIP, à la porte d'embarquement, puis dans la cabine, elle avait appris à se méfier des promesses des adultes. Pourtant, quelque chose dans le ton de Philippe, dans la gravité de son regard, lui donna un mince espoir. Elle hocha la tête, rassembla ses affaires, son livre. Figure de l'ombre, et sa tablette, et se leva, ses petites baskets résonnant doucement sur le sol de la cabine. Les passagers autour d'elle, témoins de son éviction précédente, observaient avec un mélange de curiosité et de malaise.
Jules, le garçon qui avait tenté de la défendre en classe affaires, se pencha vers sa mère. « Je t'avais dit qu'ils étaient méchants avec elle », chuchota-t-il, son indignation enfantine contrastant avec l'indifférence des adultes autour de lui. Sa mère, embarrassée, lui intima de se taire. Alors qu'Amélie suivait Philippe à travers la cabine de classe affaires, les regards des passagers la suivirent, certains craning le cou pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils atteignirent la première classe, un silence tendu envahit la cabine, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Claire Beaumont, toujours assise dans le siège 2A, se figea au milieu d'une plainte lorsqu'elle vit Amélie revenir, escortée par ce qui semblait être une délégation officielle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, son ton oscillant entre indignation et incrédulité. « Nous sommes déjà en retard. » Isabelle ignora Claire, se concentrant entièrement sur Amélie. « Mademoiselle Dubois, je tiens à vous présenter mes excuses personnelles pour le traitement que vous avez subi aujourd'hui. Votre siège assigné est bien le 2A, comme l'indique votre billet. » Claire, rouge d'embarras, se leva à moitié de son siège. « C'est ridicule, » protesta-t-elle. L'hôtesse a confirmé que cette enfante était à la mauvaise place. J'ai été installée ici avec l'approbation complète du personnel. Isabelle, imperturbable, tendit la main. « Madame Beaumont, puis-je voir votre billet, s'il vous plaît ?» Claire, avec un air de défi, fouilla dans son sac Hermès et tendit son billet, certaine que son statut la protégerait. Isabelle examina le document, haussant un sourcil. « Ceci est un billet de classe affaires pour le siège 4C, Madame Beaumont. Pas pour la première classe, et certainement pas pour le 2A. » Un silence absolu s'abattit sur la cabine. Les passagers, qui avaient soutenu Claire ou s'étaient tus face à l'injustice, détournèrent les yeux, soudain fascinés par leur magazine ou leur téléphone. Claire bafouilla, son visage passant par un spectre d'émotions, choc, embarras, puis colère. « Il doit y avoir une erreur. Cette hôtesse m'a assuré. » Isabelle l'interrompit, sa voix froide comme l'acier. « Cette hôtesse s'est trompée, et nous allons régler cela immédiatement. » À cet instant, le système de haut-parleurs de l'avion crépita, et une voix grave, empreinte d'une autorité incontestable, emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, ici André Dubois, PDG d'Étoile Céleste. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent en entendant la voix de son père. Elle se redressa légèrement, son expression restant soigneusement neutre, mais son cœur battant d'un mélange d'espoir et de fierté. « Il m'a été porté à l'attention qu'une grave violation des politiques de notre compagnie a eu lieu sur ce vol. Ma fille, Amélie Dubois, a été retirée de son siège assigné en première classe, malgré un billet valide, et soumise à un traitement discriminatoire par des membres d'équipage qui ont accepté un pot de vin pour réassigner son siège à une autre passagère. » Un frisson parcourut la cabine. Claire Beaumont blêmit, son verre de champagne tremblant dans sa main. Sophie, debout près de la galet, sembla sur le point de s'évanouir, son visage vidé de toute couleur. Jean, qui s'était éclipsé vers l'arrière, était introuvable. André continua, sa voix maîtrisée mais vibrante d'une colère contenue. « Chez Étoile Céleste, nous avons une politique de tolérance zéro pour la discrimination sous toutes ses formes. Nous avons également une tolérance zéro pour les membres d'équipage acceptant des paiements ou des cadeaux en échange de traitements préférentiels. Les employés impliqués dans cet incident sont suspendus de leurs fonctions avec effet immédiat. Madame Beaumont, qui a offert un pot de vin et occupé sciemment un siège qui ne lui était pas assigné, sera également expulsée de ce vol. De plus, Étoile Céleste suspendra définitivement l'adhésion de Madame Beaumont à notre programme de fidélité, et elle ne sera plus la bienvenue à bord de nos avions. » Claire sauta sur ses pieds, son visage passant du blanc au rouge écarlate. « C'est scandaleux !» cria-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Mon mari est un client majeur de votre compagnie. Nous dépensons des milliers d'euros chaque mois. » Mais sa tirade fut interrompue par l'arrivée de 2 agents de sécurité de l'aéroport, qui apparurent à l'entrée de la cabine, avec une synchronisation trop parfaite pour être fortuite. Isabelle s'adressa à Claire, son ton calme mais inflexible. « Madame Beaumont, veuillez rassembler vos affaires. Ces agents vous escorteront hors de l'avion. » Claire chercha désespérément du soutien parmi les passagers qui, quelques minutes plus tôt, avaient soutenu sa croisade contre Amélie. Mais personne ne croisa son regard.
Monsieur Laurent, l'homme d'affaires qui avait critiqué la présence d'enfants en première classe, trouva soudain un intérêt profond pour la carte de sécurité. Madame Véronique, qui avait acquiescé à l'idée que les standards du voyage premium s'effondraient, fixa obstinément le hublot. « Sophie! Jean! » appela Claire, comme si les membres d'équipage pouvaient de la sauver. Mais Sophie restait figée, son uniforme semblant soudain trop grand pour elle, tandis que Jean, découvert caché dans la galerie arrière, fut escorté vers la sortie par un autre officier, son visage masqué par la honte. Alors que Claire, Sophie et Jean quittèrent l'avion sous les regards des passagers, un nouvel équipage monta à bord, leurs visages frais et leurs uniformes impeccables. Leur détermination était palpable, comme s'ils avaient été briefés sur la gravité de la situation. Philippe s'approcha d'Amélie, qui se tenait toujours aux côtés d'Isabelle dans la cabine de première classe. « Mademoiselle Dubois, souhaitez-vous reprendre votre siège maintenant ?» demanda-t-il avec une courtoisie sincère. Amélie hocha la tête, ses lèvres serrées, et retourna au siège 2A. Elle s'installa, posant son livre et sa tablette avec soin, ses mouvements empreints d'une dignité qui contrastait avec son jeune âge. Les passagers, qui avaient assisté à son humiliation, étaient maintenant témoins de sa vindication. Certains semblaient honteux, d'autres impressionnés, mais tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Madame Élise, l'enseignante retraitée qui avait filmé l'incident, s'approcha et s'assit à côté d'Amélie, dans le siège désormais vide laissé par Claire. Elle posa une main douce sur le bras de la fillette. « Quand j'avais ton âge, en 1960, j'ai été chassée d'un café à Nice parce que ma peau était trop sombre, dit-elle, sa voix chaude et empreinte de souvenirs. Ma grand-mère m'a appris à tenir tête, à ne jamais laisser quiconque me dire que je n'avais pas ma place. Tu as fait la même chose aujourd'hui, Amélie. Tu as été courageuse. » Amélie, touchée par ces mots, esquissa un petit sourire. Elle ouvrit son carnet de dessin et commença à esquisser un oiseau violet, ses ailes déployées au-dessus d'un ciel de nuages. « Mon père dit que l'art aide à dire la vérité sur le monde, » murmura-t-elle. Madame Élise hocha la tête, ses yeux brillants d'admiration. « Ton père est un homme sage. » Monsieur Pierre, un passager qui était resté silencieux pendant l'incident, s'approcha timidement, tenant un livre sur l'astronomie. « Mademoiselle Dubois, je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt, » dit-il, sa voix hésitante. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être ce livre. Il parle des étoiles et des planètes. » Amélie accepta le livre avec un sourire poli, touché par ce geste d'excuse implicite. D'autres passagers, mal à l'aise, commencèrent à trouver des raisons pour passer près de son siège, certains lui offrant des magazines, d'autres un simple regard de regret. Jules, le garçon de la classe affaires, réussit à convaincre sa mère de le laisser s'approcher. « T'es super forte », lui chuchota-t-il, ses yeux pétillants d'admiration. « J'ai dit à ma mère que c'était pas juste, mais elle m'a dit de me taire. Je suis content que tu sois revenu à ta place. » Amélie lui sourit, reconnaissante pour son soutien, même s'il était venu trop tard. Alors que l'avion se préparait enfin au décollage, la voix du nouveau commandant retentit dans le système de haut-parleurs, chaude et professionnelle. « Mesdames et messieurs, au nom de notre PDG, M. André Dubois, et de toute l'équipe d'Étoiles Célestes, je tiens à m'excuser pour le retard. Nous décollerons sous peu pour Marseille. Le temps de vol estimé est de 1h30. » Amélie, assise dans son siège 2A, sentit enfin ses épaules se détendre. Elle regarda par le hublot, où les lumières de l'aéroport scintillaient dans le crépuscule. Les mots de son père résonnaient encore. « Ta dignité n'est pas négociable. » Elle avait peut-être été humiliée, mais elle n'avait pas été vaincue. Et maintenant, alors que l'avion s'élançait sur la piste, elle savait que l'histoire ne faisait que commencer. L'avion, Étoile Céleste, Dun 265, atterrit à l'aéroport Marseille-Provence sous un ciel d'azur, les roues touchant la piste avec une douceur qui contrastait avec la tempête d'émotions qui avait secoué la cabine quelques heures plus tôt. Amélie Dubois, assise à sa place légitime en 2A, descendit du jet bridge, son petit sac à dos violet sur les épaules, son exemplaire de Figures de l'ombre serré contre sa poitrine. Ses nattes, ornées de rubans violets, dansaient légèrement à chacun de ses pas, et bien que son visage portât encore les traces d'une journée éprouvante, une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Lorsqu'elle aperçut son père,
André Dubois, debout au bout du couloir, son cœur s'allégea. André se tenait à l'écart de la foule, sa silhouette imposante attirant les regards des voyageurs pressés, mais rien dans son apparence ne trahissait son statut de PDG d'Étoile Céleste. Il portait un simple costume gris, et son expression, mélange d'inquiétude paternelle et de fierté contenue, était celle d'un père attendant son enfant. Lorsqu'Amélie le vit, sa retenue soigneusement maintenue s'effrita. Elle lâcha son sac et courut vers lui, ses petites baskets claquant sur le sol. André s'agenouilla, ouvrant grand les bras, et elle se blottit contre lui, son visage enfoui dans son épaule. « J'ai eu peur, papa », murmura-t-elle, sa voix étouffée, avouant enfin ce qu'elle avait caché sous sa dignité tout au long de l'épreuve. André la serra fort, sa main caressant doucement ses nattes. « Je sais, ma chérie », répondit-il, sa voix basse et rassurante. « Être courageux, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Ça veut dire faire ce qui est juste, même quand on a peur. Et toi, tu as été tellement courageuse aujourd'hui, ma petite étoile. » Il se redressa, gardant un bras autour des épaules d'Amélie, et ramassa son sac avec une tendresse qui contrastait avec son autorité de dirigeant. Madame Élise, l'enseignante retraitée qui avait filmé l'incident à bord, s'approcha, son chignon gris impeccable malgré le voyage. Elle tendit la main à André, son regard empreint de respect. « Monsieur Dubois, je m'appelle Élise Moreau. J'ai été témoin de ce qui s'est passé sur le vol. Votre fille a fait preuve d'une grâce remarquable. » André serra sa main chaleureusement. « Merci, Madame Moreau, d'avoir été là pour Amélie. Et merci pour votre vidéo. Elle garantira que justice soit faite et que rien de tel ne se reproduise sur mes avions. » Élise sourit, ses yeux pétillants d'une sagesse acquise au fil des décennies. « J'ai passé 40 ans à enseigner et à défendre l'égalité. Certaines habitudes ne s'effacent jamais. » Elle se tourna vers Amélie, posant une main douce sur son épaule. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit à bord, ma chère. La dignité, ce n'est pas juste un mot, c'est une façon de marcher dans le monde. » Amélie hocha la tête, ses lèvres esquissant un sourire timide. « Merci, Madame Élise, je m'en souviendrai. » Dans le terminal animé, où les voyageurs se pressaient vers les tapis roulants à bagages ou les sorties, un grand écran numérique attira l'attention d'Amélie. Au lieu des habituelles informations sur les départs et arrivées, il affichait une annonce inattendue. Étoile Céleste lance l'initiative Égalité, un programme complet pour éliminer la discrimination et garantir que tous les passagers soient traités avec respect, quelle que soit leur origine, leur âge ou leur sexe. Amélie s'arrêta, bouche bée, ses yeux passant de l'écran à son père. « Papa, tu as fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix mêlée d'incrédulité et d'admiration. André hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Dès que j'ai raccroché après notre appel à bord, j'ai réuni mon équipe. Ce qui t'est arrivé était inacceptable, Amélie, mais ça va changer les choses pour des milliers de personnes. Parfois, les expériences douloureuses créent des transformations puissantes. » Amélie fixa l'écran, les mots de l'annonce gravés dans son esprit. Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un mélange de fierté et d'espoir. Ce qu'elle avait vécu, l'humiliation, les regards méprisants, la lutte pour sa place, n'avaient pas été vains. Quelques semaines plus tard, Amélie se tenait devant sa classe de CM2 à l'école Saint-Exupéry, dans un quartier animé de Marseille. C'était la journée des métiers, et les élèves présentaient des exposés sur les professions de leurs parents. Certains avaient apporté des objets concrets. Un casque de pompier, un stéthoscope, une toque de chef. Amélie, elle, avait apporté quelque chose d'intangible mais infiniment plus puissant. Une histoire. Debout face à ses camarades, ses nattes ornées de nouveaux rubans violets, elle tenait un dessin qu'elle avait réalisé. Un oiseau violet s'envolant au-dessus d'un ciel de nuages, ses ailes déployées comme un symbole de liberté. « Mon père dirige une compagnie aérienne », commença-t-elle, sa voix claire et assurée, malgré le trac qui faisait battre son cœur. « Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des avions ou de comment ils volent. Je veux parler de quelque chose de plus important. Comment défendre sa place quand le monde vous dit que vous n'y appartenez pas. » Ses camarades,
d'ordinaire turbulent, l'écoutait avec une attention rare, captivé par son récit. Elle raconta l'incident à bord du vol Étoile Céleste, décrivant les regards méfiants au salon VIP, l'injustice de perdre son siège, et la façon dont elle avait tenu bon, guidée par les mots de son père. « Ta dignité n'est pas négociable. » Elle parla de Madame Élise, qui lui avait appris que le courage pouvait changer les choses, et de Jules, le garçon qui avait osé la défendre malgré les adultes. Lorsqu'elle montra son dessin, expliquant que l'oiseau représentait sa victoire sur l'injustice, un silence ému envahit la salle. Sa professeure, Mademoiselle Lefebvre, une femme aux lunettes rondes et au sourire encourageant, essuya discrètement une larme. « Amélie, c'est une leçon que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Jules, le garçon du vol, était devenu un ami par correspondance. Après l'incident, il avait convaincu sa mère de lui donner l'adresse d'Amélie, et les deux enfants échangeaient des lettres pleines d'idées et de rêves. Ensemble, ils avaient lancé un projet scientifique pour l'école, inspiré par leur rencontre. Une maquette d'avion dont les ailes s'ajustaient pour réduire la turbulence, un clin d'œil à la tempête qu'ils avaient traversée. Jules, avec son enthousiasme débordant, avait écrit à Amélie. « On devrait appeler notre avion l'Étoile Courage. » Lors de la journée des métiers, Jules envoya une vidéo à la classe d'Amélie, racontant comment il avait appris à parler fort contre l'injustice grâce à elle. Les élèves applaudirent, et Amélie sentit ses joues rougir de fierté. Madame Élise, désormais une figure bienveillante dans la vie d'Amélie, assistait à l'exposé, assise au fond de la salle à l'invitation de Mademoiselle Lefebvre. Après la présentation, elle s'approcha de la fillette, son sourire rayonnant. « Tu sais, Amélie, quand j'enseignais, j'ai vu beaucoup d'élèves brillants. Mais toi, tu as quelque chose de rare. Tu transformes la douleur en espoir. » Elle tendit à Amélie un petit carnet relié, orné d'un motif d'étoile. « Pour tes dessins et tes idées, continue de raconter la vérité sur le monde. » Et Amélie serra le carnet contre elle, émue. « Merci, Madame Élise. Je vais essayer. » Quelques jours plus tard, une lettre arriva à l'école, adressée à Amélie. Elle était signée de Monsieur Laurent, l'homme d'affaires qui, dans le salon VIP, avait regardé Amélie avec agacement. Après avoir lu un article sur l'initiative Égalité dans le monde, il avait pris la plume pour s'excuser. « J'ai fait erreur en vous jugeant, mademoiselle Dubois, » écrivait-il. « Votre histoire m'a rappelé que nous devons tous faire mieux. » Amélie lut la lettre en silence, puis la rangea dans son carnet. Un autre témoignage que son courage avait touché des vies au-delà de l'avion. À la fin de son exposé, Amélie conclut avec une phrase qui résonna longtemps dans la salle. « Mon père m'a appris que la dignité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter ou vendre. Peu importe qui vous êtes, vous méritez le respect, et parfois, il faut être assez courageux pour l'exiger. » Ses camarades applaudirent avec enthousiasme, certains se levant pour l'acclamer. Au fond de la salle, André, qui s'était glissé discrètement dans la classe, regardait sa fille avec une fierté qui faisait briller ses yeux. Dans cette salle d'école ordinaire, à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Une enfant de 8 ans enseignait à une nouvelle génération ce que signifiait la justice, le courage et la dignité. Alors que les élèves se dispersaient, André s'approcha d'Amélie, posant une main sur son épaule. « Tu as fait plus que raconter une histoire aujourd'hui, ma chérie, » dit-il. « Tu as montré au monde ce que ça veut dire de briller, même dans l'obscurité. » Amélie sourit, tenant son dessin de l'oiseau violet. Elle savait que son voyage, celui de l'aéroport, de l'avion, et maintenant de cette salle de classe, n'était pas terminé. Chaque pas qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait, était une graine plantée pour un monde où personne ne serait chassé de sa place. Et dans son cœur, elle portait la certitude que, comme l'oiseau de son dessin, elle continuerait de s'envoler, libre et indomptable. L'histoire d'Amélie Dubois dans le vol Étoile Céleste est une leçon poignante sur la dignité, le courage et la lutte contre les préjugés. À seulement 8 ans, Amélie fait preuve d'une résilience remarquable face à l'injustice.
Confrontée à la discrimination, elle ne baisse pas les bras, mais choisit de défendre sa place avec calme et détermination. Son attitude incarne une valeur profondément ancrée dans la culture française, le respect de la dignité humaine, un principe cher à la République. Ce récit m'a profondément touché, car il rappelle que l'injustice peut frapper n'importe qui, à tout âge, mais que le courage de s'opposer peut changer les choses. La manière dont Amélie reste fidèle à ses valeurs, même sous la pression, est une source d'inspiration universelle. Une leçon essentielle que je retiens est l'importance de ne jamais juger autrui sur des apparences. Les préjugés des employés et des passagers envers Amélie montrent combien il est facile de tomber dans des stéréotypes. Dans la vie quotidienne, cela nous invite à écouter et à vérifier avant de porter un jugement, que ce soit au travail, à l'école ou dans les interactions sociales. Une autre leçon est le pouvoir de la solidarité. Madame Élise, en filmant l'incident, et Jules, en défendant Amélie, prouvent que même de petits actes peuvent faire une différence. Cela m'encourage à ne pas rester passif face à l'injustice, mais à agir, même modestement, pour soutenir ceux qui sont injustement traités. Enfin, l'histoire souligne l'importance de l'éducation et de la transmission des valeurs. Le père d'Amélie lui a appris que la dignité n'est pas négociable, une idée qu'elle partage ensuite avec ses camarades. En France, où l'éducation à la citoyenneté est centrale, cela nous rappelle notre responsabilité de transmettre des valeurs d'égalité et de respect aux jeunes générations. Appliquer ces leçons dans ma vie, c'est m'engager à être plus attentif, plus solidaire, et à cultiver le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis pour diffuser son message d'espoir et de justice. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Quelle leçon vous a le plus marqué? Ensemble, faisons entendre la voix du courage et de la dignité.